Saviez-vous que les étoiles ne scintillent pas ? Ce que l'on perçoit depuis la Terre, ce clignotement, n'est en réalité qu'un mirage, causé par les mouvements de l'air dans notre atmosphère. Alors, pour obtenir une image stable et précise du ciel, les télescopes utilisent l'optique adaptative. Mais quel est le secret de cette technologie hors du commun ? Sur le fil de l'innovation, un podcast du CNRS. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous dans un lieu mythique avec Damien Gratadour, chercheur au CNRS et astronome à l'Observatoire de Paris. Bonjour Damien. Bonjour César. Alors ici on est aujourd'hui à l'Observatoire de Paris, on est sur le site de Meudon et on est là en dessous de la coupole du télescope d'1 mètre. Alors Damien, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'Observatoire de Paris pour commencer ? Alors l'Observatoire de Paris a été créé par Louis XIV et à cette époque, l'enjeu principal pour les grandes puissances qui finançaient les travaux en astronomie, c'était vraiment la maîtrise du temps et de l'espace. Les observatoires astronomiques étaient avant tout là pour étudier la mécanique céleste, cartographier la France et puis plus tard le monde pour pouvoir se repérer. Et c'était vraiment un vecteur de puissance. Une des raisons principales qui était avancée à l'époque, c'était vraiment de maîtriser le mouvement des étoiles pour permettre aux navigateurs de s'orienter et aller découvrir des nouveaux territoires dans cette conquête de notre planète qui a été réalisée à ces années-là. Le site sur lequel on se trouve aujourd'hui, l'Observatoire de Meudon, est arrivé un petit peu plus tard, dans la deuxième moitié du 19e siècle, au moment où une nouvelle discipline apparaissait, qui est celle de l'astrophysique. Okay. Donc c'est vraiment une époque où on a commencé à se poser des questions sur la nature des astres, au-delà de leurs mouvements qu'on pouvait observer. Comprendre de quoi une planète, une étoile, une nébuleuse, une galaxie était constituée, comprendre les mécanismes physiques qui étaient à l'œuvre. Et pour cela, il faut construire des instruments qui soient suffisamment grands pour obtenir une bonne résolution, et puis potentiellement des instruments complexes, parce qu'on va vouloir étudier ces objets, non seulement dans le spectre optique, visible avec nos yeux, mais aussi dans l'infrarouge, et même jusqu'aux ondes radio, pour pouvoir couvrir tout ce spectre électromagnétique et obtenir le maximum d'informations sur les objets qu'on observe. Damien, quand on observe l'espace, en réalité on observe tout le spectre électromagnétique et ça nécessite quand même de traiter un nombre de données considérable. Toi, ça justement, c'est ton métier. Oui, pour étudier la physique des objets dans le ciel, on a besoin de faire des mesures à travers tout le spectre électromagnétique. Donc la lumière visible, celle qu'on peut voir avec nos yeux, la lumière infrarouge, mais aussi les ondes radio qu'on va utiliser sur Terre pour les communications GSM ou pour la télévision numérique par satellite, par exemple. Tout ça, c'est des ondes radio qu'on émet pour nos activités humaines, mais c'est aussi des ondes que les astres émettent et qu'on peut capter et qui nous aident à mieux comprendre leur nature et les mécanismes qui y sont à l'œuvre. Toi, tu travailles justement sur l'instrumentation pour collecter ces données de manière extrêmement précise. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc, pour collecter ces ondes qui nous viennent de ces objets célestes, on est aujourd'hui obligé de construire des grands observatoires. Dans le domaine optique, c'est les télescopes comme celui qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va équiper avec des instruments extrêmement complexes qui vont générer des grandes quantités de données. Et dans les ondes radio, on construit des radiotélescopes qui sont des observatoires qui sont basés sur le principe de l'interférométrie. Donc plutôt que de construire un seul télescope, on va en construire plusieurs, typiquement une petite dizaine ou dans les cas les plus extrêmes une centaine de milliers. On va faire interférer les signaux qu'on collecte avec ces télescopes. Et c'est en faisant ce travail de couplage entre différents télescopes qu'on va réussir à obtenir le niveau de détail le plus élevé sur les astres qu'on observe.
Et donc toi, tu conçois justement ces briques techniques pour faire du calcul, faire de l'algorithmique. Tu t'es formé à l'IA aussi. Concrètement, aujourd'hui, comment sont utilisés les systèmes que tu conçois ? Il y a une caractéristique assez commune de ce type d'instrument, c'est que on a en général une occasion assez ponctuelle d'observer tel ou tel objet dans le ciel. D'abord parce que du fait de la rotation de la Terre, l'objet bouge au cours de la nuit. Et puis du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil, les objets ne sont pas observables toute l'année, mais seulement à une certaine période. En plus, on est toute une communauté d'astronomes au niveau national, européen, voire mondial. Et il y a une quantité très réduite d'observatoires disponibles pour faire les observations. Donc on est un petit peu tous en compétition pour accéder à ces ressources qui nous permettent d'observer le ciel. Donc au final, faire une observation, c'est un événement qui est globalement assez ponctuel. Et donc il s'agit de ne pas se planter quand on fait cette observation et être sûr que l'instrument est dans un état utilisable, qu'à l'instant donné, il va fournir les performances en termes de quantité de détails, en termes de sensibilité, en termes de qualité de la mesure qui sont suffisantes pour faire la science. Et ce que tu nous dis, c'est que globalement, tu as une fenêtre de tir très courte pour utiliser l'instrument, et donc il faut, sur un minimum de temps, capter un maximum d'informations, savoir les traiter, etc. Nous, notre travail en tant qu'instrumentaliste, c'est d'assurer que les instruments qu'on construit, ils soient suffisamment robustes pour être fonctionnels toute l'année avec le niveau de performance pour lesquels ils ont été construits. Et en plus, qu'ils soient suffisamment sobres pour qu'on puisse opérer ces grands observatoires avec un coût économique, mais aussi potentiellement un coût environnemental, qui soit suffisamment réduit pour rendre ces opérations pérennes sur des très grandes fenêtres de temps. Tu parles justement de coût. Comment du coup tu conçois une stratégie de valorisation de ta recherche ? Il est vrai que le but premier de notre recherche est assez éloigné des stratégies de valorisation typiques qu'on va trouver dans d'autres disciplines fondamentales au CNRS. Néanmoins, comme tu l'évoques, le sujet de l'instrumentation pour l'astronomie, pour moi, c'est un sujet très porteur. On va développer des technologies qui peuvent intéresser d'autres champs disciplinaires, qui peuvent être utilisés pour d'autres applications. Et sur ces segments-là, on peut trouver des entreprises qui ont une vocation commerciale. Et donc, ces entreprises qui utilisent ces technologies pour des applications commerciales sont toujours à la recherche de nouvelles idées et elles peuvent s'inspirer de nos travaux et de nos développements pour intégrer ces idées-là. Ça, c'est le premier aspect. Je dirais que c'est de la valorisation par transfert d'idées, mais ça peut aller plus loin. On peut aussi travailler de concert parce que ces entreprises, elles peuvent être à la recherche aussi d'une expertise qu'on aurait développée dans nos laboratoires, qui leur prendrait beaucoup de temps à développer ou qui aurait un coût très important. Et pour elles, ça peut être beaucoup plus intéressant de soutenir nos développements pour acquérir cette connaissance et cette expertise et l'intégrer dans leur gamme de produits. Au final, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on peut valoriser les travaux que l'on mène autour de notre science fondamentale, qui sont plutôt dans la catégorie du véhicule de recherche, que réellement le but fondamental de notre recherche, qui reste et qui restera l'étude des objets célestes. Donc on va pouvoir valoriser tout ça sans dénaturer le cœur de notre activité. C'est assez malin parce que finalement, tu dis par contre mon instrument, qui est pour le coup très très en avance de point de vue technologique, il y a un vrai intérêt commercial, en tout cas il y a moyen de l'exploiter dans d'autres domaines, quoi. Oui, que ce soit autour de développement technologique très précis, mais également autour de sujets un peu plus transverses, comme les problèmes de sobriété, les problèmes de souveraineté, les problèmes de confiance, qui sont aussi un des piliers de nos travaux. La science est vraiment basée sur toute la confiance qu'on peut avoir dans la recherche scientifique, enfin, en tout cas dans la vérité qu'on... Et dans les éléments qu'on arrive à collecter. Nous, ces problèmes de confiance, on les met vraiment au cœur de la conception de nos instruments pour minimiser la quantité d'artefacts, la quantité de biais qu'on va introduire dans la mesure.
Est-ce que tu as des exemples de partenaires industriels avec lesquels vous travaillez ? Oui, alors sur les sujets numériques, on travaille avec différents partenaires et aussi avec différents buts. Il y a des grands groupes comme Thales, où on va travailler sur des sujets assez ciblés. Atos, qui est une entreprise avec qui j'ai construit un laboratoire commun qui réunit une quinzaine de partenaires aujourd'hui, 45 personnes appliquées, donc une initiative d'ampleur au niveau national. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est une structure qu'on a créée il y a à peu près 2 ans, qui regroupe une quinzaine de partenaires et qui aujourd'hui est très actif. Et on travaille avec Atos sur le cœur technologique qu'on va placer derrière le prochain radio-interféromètre auquel la France participe, qui s'appelle le SKA, le Square Kilometer Array. Et la cohabitation entre temps long de la recherche, temps court des entreprises, comment ça se passe ? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, au début, j'ai vraiment travaillé comme ça un peu par opportunisme. Enfin, je voyais bien que les choses évoluaient et j'avais envie de tester pour voir comment ça marchait. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté et aujourd'hui, je travaille quasiment uniquement comme ça parce que moi, j'y vois plein de vertus. Le temps long, c'est hyper intéressant pour les collègues du monde académique parce que nous, ça nous permet de consolider une expertise sur laquelle on va s'appuyer pour progresser toujours plus et donc atteindre des niveaux de connaissances sur des sujets, que ce soit des sujets fondamentaux ou des sujets technologiques qui sont très élevés. C'est des choses qui, pour un acteur privé, c'est très difficile de capitaliser comme ça sur le temps long. Le fait qu'ils aient cette contrainte commerciale derrière, cette contrainte économique. Les investissements, il faut les rentabiliser. Voilà, il faut qu'ils soient capables de pivoter très rapidement, de potentiellement changer une partie de leur activité parce que leur survie économique en dépend. On a aussi besoin d'acteurs qui sont capables de défendre et de soutenir des expertises sur le temps long et sur lesquelles on va venir régulièrement s'appuyer pour progresser. Et donc, moi, je trouve que c'est un mariage qui peut très bien marcher. Nous, on cultive cette expertise, on la pousse à un niveau très élevé. Et nos partenaires économiques, ils avancent avec nous, parfois ils pivotent. Et ça, c'est un des risques auxquels on s'expose quand on travaille avec eux. Voilà, on a une mission qui est de continuer à consolider cette expertise, de construire les instruments, d'utiliser les technologies les plus précises, les plus sensibles. Ça, c'est notre mission. Parfois, notre chemin croise ceux d'industriels et on va se retrouver sur ces sujets-là. On peut travailler ensemble, mais il ne faut pas s'en rendre dépendant. Et il faut toujours être conscient qu'eux, ils n'ont pas du tout la même mission et que c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la même mission qu'on peut pas travailler ensemble. Mais voilà, il faut bien connaître ces limites-là pour travailler de manière efficace et en bonne intelligence. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. C'est quoi les grands défis aujourd'hui auxquels toi t'es confronté ? Clairement, enfin, comme je l'évoquais tout à l'heure, on fait face aux défis du moment. J'ai cité la sobriété, j'ai cité la souveraineté. Aujourd'hui, moi, je travaille énormément sur les technologies numériques et on a perdu énormément en souveraineté, en France et en Europe en particulier, sur ces technologies-là. Donc, c'est sûr. Essayer de travailler sur ce défi avec des partenaires économiques en France et en Europe, c'est vraiment un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment. Et puis la confiance, encore une fois, j'y reviens, mais c'est vraiment un sujet d'actualité. Et pour nous, c'est le cœur en fait de notre métier. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui me rend le plus fier ? C'est quelque chose que j'ai appris à faire au cours de ma carrière, de m'assurer que les jeunes qui viennent se former chez nous dans un schéma d'apprentissage par la recherche, ils puissent repartir avec un bagage qu'ils arrivent aussi à valoriser dans le monde industriel pour aller, alors pour eux-mêmes, décrocher des jobs où ils vont être heureux, ils vont être bien payés, ils vont pouvoir avoir une vie agréable. Et nos partenaires industriels recruter des experts et augmenter la qualité des produits que ces partenaires construisent. Moi, finalement, je suis assez fier de ça aujourd'hui. Les carrières académiques sont très difficiles. Il y a finalement peu de personnes qui décident de vraiment continuer dans les carrières académiques pour un tas de raisons. Déjà, il y a peu de places disponibles. Et puis, c'est des carrières qui sont difficiles.
et trouver ce juste équilibre entre leur proposer, s'ils le souhaitent, d'essayer de continuer avec nous dans l'académique, ou au contraire de bifurquer et d'aller plus vers le monde industriel, mais dans les deux cas, d'avoir le bagage qu'il faut pour se construire une belle carrière. Avoir des choses, faire bosser sur des projets stimulants. Et qui enrichissent aussi notre environnement, que ce soit nos partenaires industriels ou nos collaborations internationales. Ou la société. Ou la société en général. On a aujourd'hui une très bonne presse à ce niveau-là. Et ça, c'est peut-être l'un des trucs dont je suis assez fier aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Damien. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sur le fil de l'innovation. Le réseau des ambassadeurs de l'innovation du CNRS accompagne les chercheurs et ingénieurs dans le transfert de leurs résultats de recherche vers le monde socio-économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cnrs.fr. À bientôt pour découvrir un autre parcours inspirant d'innovateurs.